Je m'appelle Capitaine Hélène Winters, et en 24 heures seulement, ma vie a été bouleversée. Ma tante Vivian, la seule personne que je considérais comme ma famille, est décédée. Elle m'a laissé l'intégralité de sa fortune de 7 millions d'euros. Mais, avant même que je n'ai pu faire mon deuil, mon passé est revenu me hanter. Mes parents, ceux qui m'avaient abandonné 27 ans plus tôt, sont soudainement réapparus. Ils n'étaient pas là pour me réconforter, mais pour récolter l'argent. En tant que tuteur légaux, a annoncé ma mère avec un sourire mielleux, nous gérerons les choses en ton nom. Ils pensaient avoir affaire à une nièce vulnérable et endeuillée. Mais, lorsque la porte du bureau s'est ouverte, et qu'ils ont vu le colonel de l'armée, devenu avocat, que ma tante avait engagé, leurs sourires se sont effacés. Avant de vous révéler l'arme secrète que ma tante a laissée dans sa mallette, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, si vous pensez que la famille se forge dans la loyauté et non par le sang, et abonnez-vous pour me rejoindre dans l'opération « Reconquérir mon honneur ». L'air dans le bureau du colonel Thompson était chargé de l'odeur de vieil acajou et de cuir usé. Un parfum d'histoire et de dignité tranquille, propre au quartier historique de Charleston. C'était l'odeur du monde de ma tante Vivian, un monde d'honneur et de substance. Cette odeur était maintenant étouffée par le parfum bon marché et écœurant, que ma mère Brenda portait comme une armure. Je restais parfaitement immobile dans mon fauteuil à oreilles, le dos droit, les mains croisées sur mes genoux. Mon uniforme de cérémonie était comme une seconde peau, sa structure disciplinée étant la seule chose qui maintenait ma douleur en place. De l'autre côté du lourd bureau, le colonel Thompson, un homme dont la posture semblait taillée dans le granit, s'est raclé la gorge. Sa voix était profonde et assurée, une voix habituée à commander, et non à présenter des condoléances. Il a commencé à lire les dernières volontés de Vivian Hughes. Mon cœur se serrait à chaque mention de son nom. Je me suis concentré sur le tic-tac silencieux d'une horloge de grand-père dans un coin, un rythme marquant les derniers instants d'une vie que je chérissais. La voix du colonel a traversé le jargon juridique, jusqu'à atteindre le legs principal, et donc, à la source singulière de ma fierté, et à la lumière de ma vie, ma nièce adorée, la capitaine Hélène Winters, je lègue la totalité de mon patrimoine, y compris toutes les propriétés, les actifs et la participation majoritaire dans une logistique. Une brusque inspiration a fendu l'air solennel. Pardonnez-moi, colonel. La voix de ma mère a tranché dans la pièce, mielleuse, douce, mais teintée d'acier. Je suis sûr qu'il y a une erreur. Le colonel Thompson s'est arrêté, levant les yeux du document, l'expression illisible. Brenda lui a adressé un sourire d'excuse, bien rodé. Nous sommes ses parents par le sang après tout, ses plus proches parents. Elle a ensuite fait un geste vers moi, d'un revers de la main, un geste dédaigneux, presque pitoyable. Hélène n'est que la nièce. Elle a insisté sur le mot « que », avec une pression subtile et venimeuse. Comme si 27 ans d'amour et de dévouement inébranlable de ma tante, n'étaient rien d'autre qu'une note de bas de page, facilement effaçable par une goutte de leur sang irresponsable. C'était le premier coup tiré, une tentative calculée, pour invalider d'emblée mon existence légale et émotionnelle. Je n'ai pas tressailli. J'ai simplement catalogué l'attaque, évaluant la menace. Le colonel, impassible, a continué sa lecture. Le testament comportait un addendum spécial, un passage que Vivian avait dû écrire elle-même. Sa voix s'est légèrement adoucie, en lisant ces mots, et à mon Hélène, je laisse ma possession la plus précieuse, ma bibliothèque entière. C'est un héritage de sagesse et de force, la véritable source du pouvoir de notre famille. Puissent les histoires de ceux qui nous ont précédés te guider. Un bruit dur et grinçant a jailli du côté de la pièce où se trouvait mon père. Richard a laissé échapper un rire aboyant. Des livres, a-t-il tonné, la voix trop forte pour cet espace digne. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un public. La fille dirige un empire maintenant. Elle a besoin d'argent, pas de vieux papiers. Vendez tout ça, tout simplement. Ces mots m'ont frappé plus durement que l'insulte de Brenda. Ce n'était pas seulement de l'ignorance crasse. C'était une profanation, un acte délibéré visant à cracher sur la tombe d'une femme, qui m'avait appris que le savoir était une armure, et l'intégrité une arme. Pour lui, tout ce qui ne pouvait être converti en une somme en euros n'avait aucune valeur, y compris l'amour et la sagesse. Il ne rejetait pas seulement une collection de livres. Il rejetait l'âme même de la femme, qui m'avait sauvé. La mâchoire du colonel Thompson s'est contractée, presque imperceptiblement. Il a tourné une page calmement,
et a pointé du doigt une clause spécifique, le testament est en béton armé, aimait Madame Winters. Il a été structuré pour être inattaquable. Le sourire mielleux a finalement fondu du visage de ma mère, remplacé par un regard froid de reptile. Elle s'est penchée en avant, et sa voix est tombée dans un sifflement de conspiration, destiné à moi seul. Tu ne veux pas entrer en guerre contre nous, Hélène, a-t-elle murmuré, le mot glissant entre ses dents serrées. Les tribunaux se rangent toujours du côté des parents. Ils te verront comme un soldat instable, accablé par le chagrin. Nous te ferons déclarer incompétente. Tu perdras tout, ma chérie. C'était une tactique de guerre psychologique classique, semer la peur, attaquer une faiblesse perçue, et espérer une reddition, avant même la première vraie bataille. Elle s'attendait à ce que je sois la petite fille brisée, qu'ils avaient abandonnée, toutes ces années auparavant. Elle ignorait que l'armée ne vous apprend pas seulement à défiler. Elle vous apprend à tenir votre position. Elle vous apprend à faire face à des menaces, bien plus importantes qu'une femme aigrie, sentant le parfum éventé. Mon silence a semblé enhardir mon père. Richard s'est levé, le visage rouge. Écoutez-moi bien, colonel. Nous n'allons pas rester les bras croisés, et laisser faire ça. C'est là que j'ai bougé. Je n'ai pas haussé la voix, je n'en avais pas besoin. J'ai simplement posé ma main à plat, sur l'acajou poli de la table. Le bruit sourd a suffi à le faire taire. Père, mère. Ma voix était froide et égale, dépouillée de toute émotion. C'était la voix d'un capitaine s'adressant à des troupes insubordonnées. Vous êtes dans le bureau d'un colonel de l'armée des États-Unis. Je vous suggère de faire preuve d'un peu de respect. Leurs bouches se sont refermées d'un coup. J'ai ensuite tourné toute mon attention vers l'homme en bout de table. Et pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce, je me suis permis un petit sourire contrôlé. Il n'atteignait pas mes yeux. Ce n'était pas une question de chaleur, c'était une question d'alliance. C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement, colonel Thompson, ai-je dit, d'un ton formel et clair. Je crois que tante Vivian vous a laissé quelques directives opérationnelles. Le changement dans la pièce était palpable. Les visages de mes parents sont passés d'un sentiment de droit acquis et suffisant, à une confusion brute. L'expression stoïque du colonel a laissé place à une lueur, qui ressemblait à du respect, peut-être même de la fierté. Il a hoché la tête lentement, et de façon délibérée. Les lignes de front étaient tracées. La guerre sur 2 fronts, à laquelle ma tante m'avait préparé, venait de commencer. Mais en regardant les visages déconcertés de ces gens, qui m'avaient donné la vie pour ensuite m'écarter, j'ai su que je ne pourrais pas me battre efficacement, sans comprendre l'histoire de l'ennemi. Pour planifier une campagne, j'avais d'abord besoin de renseignements. Je devais retourner au tout premier jour de la guerre, le jour où tout a commencé. Pour comprendre les ennemis qui se tenaient devant moi aujourd'hui, je devais me replonger dans les souvenirs de la fillette de 8 ans, qu'ils avaient laissée derrière eux. L'esprit humain est une forteresse étrange. Il enfouit les blessures les plus profondes, sous des couches de temps et d'entraînement, mais les cicatrices demeurent. La mienne a été gravée lors d'une nuit pluvieuse à Charleston, il y a 27 ans. Je me souviens de la sensation du porche en béton froid et humide, sous mes chaussettes fines. Une bruine persistante du sud tombait, brouillant les contours du monde, en un gris brumeux et impitoyable. L'air était lourd de l'odeur de la terre mouillée et du jasmin. Une odeur qui, encore aujourd'hui, me noue l'estomac. Mon père a posé ma petite valise sur les marches. C'était un truc en carton bon marché, contenant quelques vêtements de rechange, et un ours en peluche usé nommé Sergent Patch. Il refusait de me regarder. Ses yeux étaient fixés sur un point lointain, au-dessus de ma tête. « Sois sage, Hélène », a-t-il marmonné, la voix rauque et pressée. Puis il s'est retourné et est retourné vers la voiture, les épaules voûtées contre la pluie. Ma mère n'est même pas sortie de la voiture. Je pouvais voir sa silhouette à travers la vitre embuée du passager, une ombre sans émotion, dans la faible lueur du tableau de bord. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle ne s'est pas retournée. Il n'y a pas eu d'adieu en larmes, pas de dernier câlin. J'étais une transaction en cours d'achèvement, un colis en cours de livraison. Je n'ai pas pleuré. Une part de moi, même à l'époque, comprenait que pleurer était une faiblesse que je ne pouvais pas me permettre. Alors, je suis resté là, une petite silhouette solitaire sur le porche d'une maison que je ne connaissais pas, et j'ai écouté. J'ai écouté le bruit du moteur de leur voiture qui démarrait, une toux fatiguée et crachotante. J'ai écouté alors que le bruit s'évanouissait le long de la longue allée bordée de chênes,
ses feux arrière rouges rétrécissant jusqu'à être avalés par la brume. Lorsque le son a complètement disparu, un silence profond est tombé. Brisé seulement par le tambourinement rythmé de la pluie, sur le toit en tôle au-dessus de moi. Et dans ce silence, une seule question dévastatrice a éclos dans ma poitrine, pourquoi? Ce sentiment, la certitude froide et dure d'être quelque chose qu'on pouvait simplement abandonner, est devenu une partie permanente de mon architecture interne. Ce fut le tissu cicatriciel autour duquel le reste de ma vie allait se construire. La lourde porte d'entrée s'est ouverte vers l'intérieur. Ma tante Vivian se tenait là, encadrée par la lumière dorée et chaleureuse du couloir. C'était une femme grande et formidable, enveloppée dans une robe de chambre en soie couleur de la nuit. Elle ne s'est pas précipitée vers moi. Elle ne m'a pas prise dans ses bras pour me réconforter. Elle n'a offert ni platitude, ni pitié. Au lieu de cela, elle m'a regardé directement dans les yeux. Son regard clair et fixe, et elle a prononcé les mots qui deviendraient la fondation de ma nouvelle vie. Dans cette maison, on ne pleure pas sur le porche, Hélène. On entre, on fait un plan, et on se bat. Elle ne m'a pas donné ce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin. Elle ne m'a pas donné de sympathie, elle m'a donné une mission. Ce soir-là, elle ne m'a pas lu de contes de fées, sur des princesses attendant d'être secourues. Elle m'a fait asseoir à la grande table en chêne de son bureau. Elle a étalé une carte topographique du sentier des Appalaches, et m'a appris à lire les courbes de niveau. Elle m'a posé un problème d'algèbre complexe, et a patiemment attendu que je le résolve. Elle ne construisait pas un mur pour me protéger du monde. Elle me donnait les outils, pour fabriquer mes propres armes. Elle m'apprenait à naviguer, à calculer, à survivre. Quelques années plus tard, mes parents ont appelé. Ce fut la première et unique fois. J'avais 11 ans, et mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, comme un oiseau pris au piège. Ils se souvenaient de moi. Ils voulaient me récupérer. Je me suis glissé jusqu'à la porte du bureau de Vivian, l'oreille collée au bois frais. Mais, ils ne me réclamaient pas. J'ai entendu la voix de ma tante, plus froide et plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Non, Richard, je ne paierai pas une autre de tes dettes de jeu de Vegas, a-t-elle dit d'un ton glacial. La petite a un avenir ici, un vrai. N'essaie pas de le ruiner. Il y a eu une pause, puis le clic sec et définitif du récepteur raccroché. À cet instant, les derniers vestiges d'espoir de mon enfance ont volé en éclats. J'ai compris la douloureuse et laide vérité. Pour eux, je n'étais pas une fille qui leur manquait. J'étais une clé, un point d'accès potentiel à l'argent de ma tante. Mon existence était conditionnelle. Ma valeur ne se mesurait qu'à ce qui pouvait être extrait à travers moi. La douleur a été vive, mais elle a aussi été clarificatrice. C'est le moment où j'ai cessé d'attendre leur retour. Pour mon 13e anniversaire, tante Vivian m'a offert un livre épais, relié en cuir, sur les grands chefs militaires de l'histoire. À l'intérieur, elle avait souligné une citation du général George S. Patton, à l'encre rouge et en gras, « Accepte les défis pour pouvoir ressentir l'ivresse de la victoire ». Cette citation est devenue mon credo. C'est devenu la lentille à travers laquelle j'envisageais tout. L'abandon n'était plus une blessure honteuse à cacher. C'était mon premier défi. Mon engagement dans l'armée n'était pas une fuite. C'était l'acceptation du prochain défi. Faire face à des menaces en territoire hostile, diriger mes soldats, pousser mon corps et mon esprit à leurs limites absolues. Ce n'était qu'une façon de rechercher cette ivresse, de prouver que la petite fille laissée sur le porche ne pouvait pas être brisée. Tante Vivian ne m'a pas seulement sauvé d'une vie de négligence. Elle a vu le noyau d'acier qui s'était forgé, dans ce moment froid et solitaire sur son porche. Et, elle a passé la décennie suivante à le tremper. Bien avant que je n'enfile mon premier uniforme, elle avait déjà fait de moi un soldat. Elle m'avait donné la carte de mes propres blessures, et m'avait appris à la lire. Non pas comme une histoire de douleur, mais comme un plan pour la force. Et maintenant, face à l'ennemi dont elle avait toujours su qu'il reviendrait, il était temps de mettre cette formation en pratique. Un principe fondamental du renseignement militaire est de ne jamais supposer, toujours vérifier. Les émotions sont des faiblesses sur le terrain. Les suppositions sont fatales. Après avoir revécu la douleur brute de mon passé, je devais passer de la mémoire émotionnelle à l'action tactique. Mon bref appel téléphonique avec le colonel Thompson l'avait confirmé, la meilleure défense est une attaque proactive. Pour gagner cette guerre, je ne pouvais pas attendre qu'ils agissent. Je devais les attirer sur le champ de bataille que j'avais choisi.
J'ai passé l'appel le lendemain matin. Ma voix était calme, mesurée, ne trahissant aucune trace du bouleversement de la veille. Je les ai invités à dîner au Hollis Shop House, une institution huppée de Charleston, réputée pour ses steaks vieillis à sec, et sa carte des vins exorbitante. C'était un endroit auquel je savais qu'ils ne pourraient résister. Une scène parfaitement préparée pour leur représentation. Je pense que nous devrions parler, ai-je dit simplement, offrant un rameau d'olivier verbal, que je savais qu'ils considéraient comme un drapeau blanc. Oh, Hélène, ma chérie, bien sûr, nous adorerions ça. La voix de Brenda gazouillait d'un délice fabriqué. L'hameçon était lancé. Les poissons avaient mordu. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une mission de reconnaissance en terrain neutre. Mes objectifs étaient clairs, 1. Déterminer leurs revendications spécifiques. 2. Évaluer leur niveau d'engagement dans cette bataille. 3. Identifier d'éventuelles failles dans leur discours. Mon opération de collecte de renseignements était officiellement en cours. Nous étions installés dans une banquette d'angle. Le bois sombre et le cuir moelleux créaient une illusion d'intimité. Le faible bourdonnement des conversations et le cliquetis des couverts remplissaient l'air. Mon père, Richard, a immédiatement commandé une bouteille du Cabernet Sauvignon le plus cher du menu, sans même regarder le prix. Pendant ce temps, ma mère balayait la pièce du regard, avec l'air d'une femme convaincue d'être à sa place. Le serveur a apporté nos entrées, des crevettes au gruau de maïs classique pour moi, un rappel du sud authentique que ma tante adorait. Brenda a alors lancé sa campagne de propagande. Elle a tendu la main par-dessus la table, pour la poser sur la mienne. Sa peau était fraîche, son toucher étudié, et dénué de toute chaleur véritable. Tu sais, Hélène, a-t-elle commencé, la voix dégoulinante d'une sincérité contrefaite, te confier à Vivian a été la décision la plus difficile de notre vie. J'ai gardé une expression neutre, le regard fixe. J'observais, je ne participais pas. Nous savions que nous ne pouvions pas t'offrir le meilleur, a-t-elle poursuivi, les yeux semblant sur commande. Nous étions jeunes, en difficulté, alors nous avons sacrifié notre propre bonheur pour ton avenir. Nous avons abandonné notre enfant unique, pour que tu puisses tout avoir. C'était une performance magistrale, une inversion totale de la réalité. La négligence grave d'un abandon, était repeinte en un noble acte de martyr. Richard, s'interrompant dans sa dégustation de vin, a hoché gravement la tête en signe d'accord, s'épongeant la bouche avec une serviette en lin. Il ne se contentait pas de mentir. Ils construisaient une histoire alternative, tentant de laver le cerveau de leur propre fille, pour lui faire croire qu'elle leur devait une dette impayable. Ils se posaient en victime, et me faisaient passer pour la bénéficiaire ingrate, de leur grand sacrifice. Une boule de dégoût froide et dure s'est nouée dans mon estomac. Une fois le plat principal, des faux filets de premier choix, débarrassés, et mon père en a son 3e verre de vin, il a décidé qu'il était temps de passer de la manipulation émotionnelle, au véritable objectif. Il s'est calé au fond de la banquette, tapotant son ventre plein avec un air de propriétaire. Maintenant que tu as tout, Hélène, a-t-il dit, son ton passant de la sentimentalité aux affaires, nous pensons qu'il est normal que tu aides un peu tes parents. Nous avons cette opportunité d'investissement à Vegas. Une affaire en or. Vraiment. Nous avons juste besoin d'un petit capital de départ pour nous lancer. 150 000 € devrait suffire. 150 000 €. Le chiffre a roulé sur sa langue si doucement, avec si peu d'effort. Il était évident qu'il l'avait répété. Il n'y avait aucune hésitation, aucune honte, juste la demande froide et dure d'un créancier qui réclame son dû. C'était donc l'étiquette de prix qu'ils avaient placée sur leur amour parental. Tout ce discours sur le sacrifice et les décisions difficiles, n'était que le préambule d'un complot d'extorsion. L'amuse-bouche avant le racket. J'ai soudain ressenti le poids oppressant de ce repas raffiné, la nourriture riche se transformant en cendre dans ma bouche. J'ai gardé mon sang-froid, mon entraînement militaire prenant le dessus, me permettant de compartimenter la répulsion viscérale que je ressentais. J'ai soutenu le regard impatient de mon père avec une expression calme et illisible. C'est une somme d'argent importante, ai-je répondu d'une voix posée. J'aurais besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. C'était la réponse évasive parfaite. Juste assez pour les garder pleins d'espoir, pour leur faire croire que leur stratégie fonctionnait. Mais tout au long du dîner, mon téléphone était posé sur la table à côté de mon verre d'eau, l'écran vers le bas. Ce n'était pas seulement un manque d'étiquette que je m'accordais pour la soirée. C'était un appareil d'écoute.
Le petit point rouge de l'enregistrement avait silencieusement capturé chaque mensonge enrobé de miel, chaque souvenir réécrit, et chaque chiffre de leur demande audacieuse. Quand l'addition est arrivée, j'ai payé sans faire de commentaires. Ils ont quitté le restaurant, persuadés d'avoir réussi à planter la graine de l'obligation dans mon esprit. Convaincus que leur jour de paix n'était plus qu'une question de temps. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de se prêter volontairement à un interrogatoire, et de me remettre ma première pièce de renseignement exploitable. Dès que je me suis retrouvé dans ma voiture, les portières verrouillées, la façade de calme s'est enfin effondrée. J'ai pris une grande inspiration saccadée, la discipline contrôlée de la soirée cédant la place à une vague de fureur froide. J'ai sauvegardé le fichier audio, mes doigts bougeant avec une précision rapide. Puis, je l'ai joint à un message sécurisé, adressé au colonel Thompson. L'objet ne contenait que 3 mots. Le corps du message en contenait 5. Objet, cibles engagées. Message, renseignements acquis. En attente de nouveaux ordres. Entrer dans le bureau du colonel Thompson, c'était comme quitter le champ de bataille chaotique de mes émotions, pour pénétrer dans un centre de commandement sécurisé. Ce n'était pas le repère typique d'un avocat, avec son acajou et ses diplômes prétentieux. C'était le sanctuaire d'un soldat. Sur un mur était suspendu le drapeau de l'armée des États-Unis. Plié de façon impeccable dans son triangle cérémoniel, et placé sous verre. À côté, une photographie en noir et blanc encadrée montrait un Thompson beaucoup plus jeune, couvert de poussière et de sable. Il se tenait avec son unité, dans un endroit qui semblait chaud et dangereux. Des cartes de bataille de lieux que je reconnaissais, Fallujah, Kandahar, étaient épinglées sur un tableau de liège. L'air sentait le café fraîchement moulu et le vieux papier, une odeur de détermination et d'ordre. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les toits de Charleston quand je suis entré. Il s'est retourné, et son salut n'a pas été le murmure doux et réconfortant d'un avocat civil. C'était la reconnaissance directe et sans fioriture d'un officier supérieur. Rapport, capitaine. Ces mots ont été un baume pour mes nerfs à vif. Il ne me traitait pas comme une héritière en deuil ou une victime fragile. Il me traitait comme une père, une officière. Je me suis tenu droite, les épaules en arrière, et j'ai fait mon rapport. J'ai raconté les événements du dîner avec une précision clinique. M'en tenant aux faits, aux observations et aux citations directes. J'ai détaillé leurs tactiques, leurs récits, et leurs exigences finales. Il n'y avait aucune émotion dans ma voix, seulement le ton plat et analytique d'un rapport de fin de mission. Il m'a écouté attentivement, sans jamais détourner le regard, hochant la tête au point clé du renseignement. Quand j'ai eu terminé, j'ai sorti mon téléphone, l'ai posé sur son bureau et j'ai lancé l'enregistrement du dîner. Les mensonges mielleux de Brenda et la demande grossière de Richard pour 150 000 € ont rempli le bureau silencieux. Une tâche profane dans cette atmosphère honorable. Quand l'enregistrement s'est terminé, le colonel s'est simplement adossé dans sa chaise, l'air grave mais satisfait. Bien, a-t-il dit. C'était la forme de compliment la plus élevée de la part d'un homme comme lui. Excellent travail, capitaine. Dans son monde, ce n'était pas une tragédie familiale à pleurer. C'était une opération de renseignement, et je venais de revenir du terrain avec une preuve cruciale et indéniable. Il a laissé échapper un long et lent soupir. Vivian savait qu'il reviendrait, a-t-il dit, sa voix s'assombrissant dans un registre plus profond. Elle avait prédit ce scénario exact il y a des années. Il a désigné un fauteuil en cuir usé en face de son bureau. Elle ne construisait pas seulement un empire commercial, capitaine. Elle construisait une forteresse. Une forteresse pour te protéger. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a parlé de son amitié avec ma tante. Ils s'étaient rencontrés lors d'une collecte de fonds pour les vétérans, et s'étaient immédiatement liés d'amitié, grâce à un sens du devoir partagé, et à un dédain mutuel pour les absurdités. Il a expliqué comment, au fil des ans, alors que son entreprise se développait, sa préoccupation principale n'a jamais été le profit. Il s'agissait toujours de consolider son héritage pour moi. Ils avaient passé d'innombrables heures dans ce même bureau, à simuler tous les scénarios possibles. Rédigeant des contingences juridiques, créant des fiducies et des clauses si étanches, qu'aucun tribunal au monde ne pourrait les enfreindre. Une vague de compréhension m'a submergé. Si puissante qu'elle m'a presque coupé le souffle. Pendant toutes ces années, j'avais interprété la sévérité de ma tante comme une forme de distance émotionnelle. Ses leçons en finance, son insistance sur l'autonomie, sa pression constante pour que je sois plus forte, plus intelligente, plus dure.
Ce n'était pas du détachement. C'était une préparation. Elle ne m'avait pas seulement élevé. Elle m'avait entraîné, m'avait armé pour la bataille la plus importante de ma vie. Elle avait été mon premier officier commandant. Pourquoi, ai-je finalement demandé, la question étant à peine un murmure. Pourquoi faites-vous tout ça? Votre obligation envers elle s'est terminée avec sa mort. Le colonel Thompson m'a alors regardé, et ses yeux n'étaient pas ceux d'un avocat regardant un client. C'étaient les yeux d'un soldat regardant un autre soldat. Un regard de compréhension partagée, qui transcende le grade et l'âge. Dans l'armée, nous avons un credo, ou un terce. Le credo du soldat. Une ligne est sacrée, je n'abandonnerai jamais un camarade tombé au combat. Il a prononcé ces mots avec le poids de ce serment résonnant dans sa voix. Vivian était mon camarade. Elle a combattu avec honneur. Elle m'a fait confiance pour assurer ses arrières. Il s'est penché en avant, ancrant son regard dans le mien. Et maintenant, vous êtes ma mission. Ces mots, prononcés dans le langage de mon monde, par un homme qui partageait mon code de conduite, ont brisé l'armure que j'avais passé ma vie à construire. 1000 condoléances creuses n'auraient pas pu offrir une fraction du réconfort que cette simple déclaration m'a apporté. Pour la première fois depuis que le cercueil de Vivian, recouvert du drapeau, avait été descendu en terre, je ne me sentais plus seul. J'avais du soutien. J'avais une unité. Alors que je m'apprêtais à partir, une nouvelle détermination s'installant en moi, il m'a arrêté. Encore une chose. Il s'est dirigé vers un coffre-fort lourd, dissimulé derrière une étagère, et en est revenu avec une petite clé ancienne en laiton. Elle était lourde et ornée, le genre de clé qui appartenait à une autre époque. Vivian m'a demandé de vous remettre ceci quand vous seriez prête, a-t-il dit en la plaçant dans ma paume. Elle a dit que vous sauriez quand le moment serait venu. Elle ouvre un coffre à la banque First Citizens en centre-ville. Il m'a regardé avec une lueur d'anticipation dans les yeux. Elle appelait ça son dossier de renseignement sur l'ennemi. Elle était persuadée que vous, avec vos compétences d'officier de renseignement, sauriez exactement quoi faire de son contenu. La clé était froide et lourde dans ma main. Ce n'était pas seulement un morceau de métal. C'était un ordre d'un commandant que je croyais avoir perdu. C'était l'arme qu'elle avait laissée pour moi dans l'armurerie. Mon cœur a battu à un rythme régulier et déterminé. Mon prochain objectif était clair. Après ma rencontre avec le colonel Thompson, une résolution stratégique silencieuse s'est emparée de moi. Je détenais la clé de l'armurerie de ma tante, une preuve tangible de sa prévoyance. Mais j'ai suivi les conseils du colonel, tenez votre position, maintenez la discipline, et attendez que l'ennemi révèle son prochain angle d'attaque. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ayant échoué dans leur assaut frontal, mes parents sont passés à une forme de guerre plus insidieuse, une campagne psychologique visant à m'isoler et à me discréditer. La première salve a été tirée depuis l'endroit le plus sacré imaginable. C'était après le service dominical à l'église épiscopale Saint-Michael, l'église de ma tante depuis plus de 50 ans. Je me tenais sur les marches, le son familier des cloches de l'église résonnant dans l'air de Charleston. C'est alors que j'ai commencé à remarquer les regards. De subtils changements d'expression de la part des vieux amis de Vivian. Un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait les yeux. Un regard prolongé, qui contenait plus de pitié que de chaleur. Puis, Madame Henderson, une charmante femme âgée qui me connaissait depuis l'enfance, s'est approchée de moi, le front plissé d'inquiétude. Elle a pris ma main entre ses mains douces et ridées. « Hélène, ma chérie » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha post-service. « Ta mère est tellement inquiète pour toi. Elle m'a dit que tu étais sous forte pression. Que peut-être tu ne prenais pas les décisions les plus lucides en ce moment. » Les pièces du puzzle se sont assemblées instantanément. C'était leur nouvelle stratégie, une campagne de chuchotement. Ils utilisaient la compassion de cette communauté soudée, comme une arme. M'y dépeignant non pas comme une héritière compétente, mais comme un soldat instable et accablé par le chagrin, qu'il fallait protéger d'elle-même. Ils préparaient le terrain pour une mise sous tutelle, en utilisant les personnes mêmes qui respectaient ma tante pour me saper. J'ai remercié Madame Henderson pour son inquiétude. Mon visage était un masque de calme, tandis qu'une colère froide commençait à couver en moi. L'attaque s'est intensifiée 2 jours plus tard, passant des rumeurs à l'écrit. Cela est apparu sous la forme d'un article court, mais venimeux, dans un tabloïd local. L'article était coincé entre une chronique mondaine et une publicité pour un voyant.
Le titre était conçu pour causer un maximum de dégâts, des parents en deuil rejetés par leur fille millionnaire. L'article citait une source proche de la famille. Il tissait une histoire déchirante, il parlait du sacrifice ultime de Brenda et Richard en m'abandonnant. Il détaillait leurs tentatives sincères pour renouer les liens, et guérir la famille. Mais, le tout, pour se heurter à une fille froide, distante et endurcie par une vie militaire difficile. Il ne s'attaquait pas seulement à moi. Il s'attaquait à mon service. Il déformait les qualités mêmes que l'armée m'avait inculquées. La discipline, la force, le contrôle émotionnel. Et il les présentait comme des défauts de caractère, comme les symptômes d'une psyché endommagée. C'était une frappe vicieuse et calculée, visant directement mon honneur. Mais le coup le plus cruel a été porté plus tard, dans la semaine. C'était un appel téléphonique affolé de David Connelly. C'était le directeur général de Hughes Logistique, et un homme qui avait été le fidèle bras droit de ma tante, pendant 30 ans. Capitaine Winters, Hélène, il faut que vous sachiez, a-t-il dit, la voix tendue par la panique. Votre père vient de passer au siège principal. Mon sang n'a fait qu'un tour. Qu'a-t-il fait, David? Il s'est présenté comme le père de la nouvelle propriétaire, et a commencé à poser des questions au personnel. Il demandait des informations financières, laissant entendre une vente potentielle de l'entreprise. Il répand du poison. Hélène. L'équipe est effrayée. Ils pensent que vous allez les trahir. C'était une attaque directe contre l'héritage de ma tante. Il semait délibérément le chaos et l'instabilité, essayant de démanteler de l'intérieur, tout ce que Vivian avait passé sa vie à construire. Il retournait ses propres employés fidèles contre moi. Il créait ainsi une pression non seulement sur moi personnellement, mais sur l'institution même que j'avais juré de protéger. L'ennemi n'était plus seulement à nos portes. Il avait percé les murs. Il attaquait mes lignes de ravitaillement et mes alliés. La déclaration de guerre finale et définitive est arrivée le lendemain. Elle est venue par courrier recommandé, une enveloppe croustillante aux allures légales qui semblait anormalement lourde dans mes mains. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas, Hoffman et Associates. Mon estomac s'est serré. C'était l'ultimatum. La lettre était froide, formelle et brutale. Elle exigeait officiellement que j'abandonne tout contrôle de la succession à mes parents. Et ce, pour qu'ils agissent en tant que mes conservateurs. Si je refusais, indiquait-elle, ils se verraient obligés de demander au tribunal, de me déclarer mentalement inapte à gérer mes propres affaires. Et puis venait la ligne qui a rendu le monde silencieux. L'insulte finale, impardonnable. Ils allaient fonder leur dossier, disait la lettre, sur le traumatisme psychologique évident et l'instabilité émotionnelle résultant de vos années de service militaire actif. J'ai relu les mots encore et encore. Ils avaient pris mon service, ma fierté, mon sacrifice. Le cœur même de mon identité, et l'avaient tordu pour en faire une arme à utiliser contre moi. Ils utilisaient l'uniforme que je portais avec honneur, comme un linceul pour m'enterrer. Ce fut le point de bascule. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La ligne tracée dans le sable. Le soldat silencieux et discipliné qui absorbait chaque attaque, qui tenait sa position avec une intégrité silencieuse, avait disparu. La fureur froide qui couvait depuis des jours a finalement éclaté. Non pas en un feu dévastateur, mais en une résolution glaciale et concentrée. Mon temps de défense passive était révolu. La stratégie de maintenir ma position avait atteint ses limites. Ils avaient calomnié mon nom, menacé l'héritage de ma tante, et profané mon honneur de soldat. Ils voulaient une guerre. J'allais leur en donner une. Mon silence touchait à sa fin. Il était temps d'ouvrir l'armurerie. En tenant la lettre de l'avocat dans ma main, je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. La rage qui montait en moi n'était pas brûlante et chaotique. Elle était froide, dense et parfaitement concentrée. C'était un carburant. Dans l'armée, on vous apprend à canaliser l'adrénaline et la colère, non pas vers la panique, mais vers une action décisive. Et à cet instant, debout dans le calme du bureau de ma tante, j'ai reçu mes ordres. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé mes clés de voiture, la clé en laiton du colonel Thompson, et j'ai passé la porte. Mon cœur ne s'emballait pas. Il battait au rythme régulier et puissant d'une cadence militaire. Une marche vers un objectif connu. Chacun de mes pas sur le sol de marbre étincelant du hall de la banque First Citizens résonnait dans cet espace caverneux, chaque pas une déclaration.
Je savais que c'était le moment auquel Vivian m'avait préparé. C'était l'activation de son plan d'urgence final. Un directeur de banque poli et professionnel a vérifié mon identité et la procuration déposée par le colonel Thompson. Il m'a ensuite escorté, du monde public du commerce, vers le silence sacré de la salle des coffres. L'air y était plus frais, climatisé à une température précise et stérile. Il a utilisé sa clé, j'ai utilisé la mienne, et une longue et étroite boîte en métal a glissé hors du mur de porte numéroté. Il m'a conduite dans une petite salle de visionnage privée, et m'a laissé seul, fermant la lourde porte derrière lui, avec un petit clic mais définitif. Le seul son était le faible bourdonnement du système de ventilation. Mes mains étaient stables, lorsque j'ai soulevé le couvercle du coffre-fort. Comme le colonel l'avait laissé entendre, il n'y avait pas de bijoux, pas d'obligation au porteur, pas de liasse de billets cachés. Il n'y avait qu'un seul dossier épais en carton. Sur l'onglet, écrit dans l'écriture élégante et décisive de ma tante, se trouvaient 3 mots, plan d'urgence Winters. J'ai eu le souffle coupé. J'y étais. J'étais sur le point de regarder dans le gouffre qu'ils avaient eux-mêmes creusé. J'ai ouvert le dossier. Le premier document sur le dessus était un rapport complet compilé par un cabinet de détectives privé à Las Vegas. Un rapport qui datait de près de 10 ans. C'était une chronique méticuleusement détaillée, de leur vie depuis qu'ils m'avaient laissé sur ce porche. Page après page, un historique sordide d'escroqueries et d'échecs était exposé. Il y avait des copies de reconnaissance de dettes de casino, portant la signature de mon père, pour un montant stupéfiant à 6 chiffres, répartis entre le MGM Grand et le Césares Palace. Il y avait des rapports de police détaillant l'implication de ma mère, dans des escroqueries aux investissements de bas étage dans le Nevada, s'attaquant à des retraités. Ensuite, il y avait une longue liste alphabétique de créanciers, d'anciens partenaires commerciaux en colère, et de jugements civils prononcés contre eux. La vérité était crue et laide. Ils n'étaient pas seulement des parents imparfaits qui avaient commis une terrible erreur. C'étaient des escrocs professionnels, des vagabonds qui menaient une existence parasitaire, laissant dans leur sillage une traînée de ruines financières, et de confiance brisée. Ils ne m'avaient pas abandonné, parce qu'ils ne pouvaient pas subvenir à mes besoins. Ils m'avaient abandonné parce que j'étais un poids, dans leur mode de vie nomade et prédateur. J'ai ressenti une vague de nausées. Une maladie profonde qui n'avait rien à voir avec la colère, et tout à voir avec l'ampleur même de leur dépravation. La citation de Sunday issue par tante Vivian a résonné dans mon esprit, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras pas mis en péril lors de 100 batailles. » Ma tante s'était assurée que je connaîtrais mon ennemi. Mais le document qui m'a vraiment fendu le cœur, était enfoui presque au fond du dossier. C'était une copie imprimée d'un échange de mails entre ma mère et un lointain cousin nommé Marc, datant de 15 ans. Mes mains se sont mises à trembler, en lisant les mots joyeux et vantards de Brenda. Elle décrivait avec des détails écœurants comment elle avait réussi à convaincre leur cousin, de solliciter Vivian pour un prêt de 50 000 €, afin de lancer une nouvelle et prometteuse entreprise de restauration. L'entreprise, bien sûr, n'a jamais existé. Les emails exposaient leur plan, pour se partager l'argent une fois que Vivian l'aurait viré. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle ressemblait à un coup physique. Ma tante Vivian, la personne la plus forte que j'ai jamais connue, avait été systématiquement escroquée par sa propre famille. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé comme un point d'accès potentiel. Ils avaient activement volé la femme qui m'élevait. La douleur de mon propre abandon pâlissait, en comparaison de la rage incandescente que je ressentais au nom de ma tante. Réaliser qu'elle avait probablement été au courant de cela. Et qu'elle avait porté cette trahison silencieuse et solitaire pendant toutes ces années. Tout ça pour me protéger de l'ampleur monstrueuse de la vérité. C'était insupportable. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous croyez que la vérité est l'arme la plus puissante de toutes, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et pour ceux qui ont déjà eu à faire face à une vérité douloureuse concernant leur famille, tapez simplement bonheur dans les commentaires ci-dessous. Ainsi, je saurai que je ne suis pas seul dans ce combat. J'ai refermé le dossier. La rage avait disparu, consumée par le poids indéniable des preuves. Il ne restait plus qu'un calme absolu et glacial. J'avais tout. Les preuves de leur crime. Le motif de leur désespoir. L'histoire sordide de toute leur vie. Dans cette pièce calme et stérile, la dynamique de pouvoir de toute ma vie s'est inversée. Je n'étais plus la défendresse dans leur procès monté de toutes pièces. J'étais le procureur. J'ai sorti mon téléphone et,
Avec une précision méthodique, j'ai commencé à photographier chaque page du dossier. Chaque clic de l'obturateur me donnait l'impression de charger une balle dans un chargeur. Une fois terminé, j'ai rédigé un nouvel email crypté au colonel Thompson. Mes pouces bougeaient avec détermination. L'objet était direct, le message était un ordre. Objet, dossier de renseignements acquis. Message, demande de plan de contre-offensive immédiat. J'ai replacé le dossier dans sa boîte métallique, je l'ai refermé, et je suis sorti de la salle de visionnage. De retour dans le hall principal, les bruits normaux du monde semblaient lointains et étouffés. J'ai poussé les lourdes portes en verre de la banque, et je suis retourné dans les rues humides de Charleston. Le jeu défensif était terminé. Il m'avait déclaré la guerre sur mon honneur, armé de mensonges et de tromperies. Mais je sortais de cette banque, avec un arsenal de vérité. Il était temps d'attaquer. Il était plus de 21 heures quand je suis retourné au bureau du colonel Thompson. L'agitation diurne du quartier juridique de Charleston avait cédé la place à un bourdonnement calme et humide, laissant les bâtiments historiques s'élever dans un silence stoïque. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'une énergie intense et concentrée. Le colonel avait renvoyé son personnel pour la soirée, garantissant que notre session de stratégie serait totalement sécurisée. La seule lumière, dans cette vaste pièce lambrissée, provenait d'une unique lampe de banquier à l'abat-jour vert, posée sur son bureau massif. Elle projetait de longues ombres dramatiques sur les murs, illuminant la collection de médailles militaires et de photographies, transformant notre espace de travail en une île de lumière isolée. C'était une salle de crise. Nous n'avons pas abordé les preuves comme un client ébranlé et un avocat rassurant. Nous les avons analysées comme deux officiers aguerris, préparant une opération complexe à enjeux élevés. À mon insistance, nous avons étalé chaque pièce à conviction sur la surface en acajou poli. Comme s'il s'agissait d'une carte topographique, d'un champ de bataille. Très bien, capitaine, évaluons la situation et définissons l'espace de combat. Le colonel a commencé, d'une voix grave et concentrée qui absorbait le silence de la pièce. Il a pointé un doigt assuré vers le dossier épais du détective privé. Ceci est notre rapport de renseignement principal sur les forces ennemies. Il détaille l'historique de leurs opérations, leurs méthodes établies, plus important encore, leur vulnérabilité critique. Nous savons comment ils pensent, comment ils agissent lorsqu'ils sont coincés. Ensuite, son doigt a tapoté la lettre de menace de leur avocat, Gerald Hoffman. Le papier croustillant a semblé crépiter sous la lumière concentrée. Ceci est la déclaration de guerre officielle de l'ennemi. Elle nous indique leur objectif déclaré, prendre le contrôle des actifs. Et leur ligne d'attaque prévue, un assaut direct contre votre moralité et votre compétence. Enfin, il a fait un geste vers mon téléphone, qui contenait le fichier audio du dîner au Hollis Shop House. Et ceci est notre reconnaissance sur le terrain. Une confirmation solide de leurs exigences financières immédiates. Et un enregistrement clair et indéniable de leur tactique psychologique. Ce sont leurs propres voix, leurs propres mots. Il a levé les yeux vers moi, son regard vif et analytique dans la lumière de la lampe. Nous avons la supériorité de l'information, capitaine. Ils opèrent à l'aveugle, supposant que vous êtes faible. Ils n'ont aucune idée de ce que nous savons. Maintenant, nous devons définir l'intention de notre commandant, notre objectif principal, et nos cibles secondaires. C'était le processus de prise de décision militaire. Une approche analytique structurée en 7 étapes pour la résolution de problèmes. Une approche qui m'avait été inculquée pendant 15 ans. Face au chaos, elle apportait de la clarté. Face à l'émotion, elle apportait de la logique. C'était aussi naturel que de respirer. Notre objectif n'est pas seulement de gagner le procès, colonel, ai-je déclaré, ma voix ferme et claire faisant écho à son ton. Ce ne serait qu'une victoire tactique. Une seule bataille gagnée. L'objectif ultime, l'intention du commandant, est d'atteindre le succès total de la mission. Nous devons neutraliser définitivement leurs capacités à représenter un jour une menace pour moi ou pour l'héritage de Tante Vivian. Nous avons besoin d'une victoire décisive et inconditionnelle. Pas d'un accord négocié ou d'un cessez-le-feu temporaire. Le colonel a hoché lentement la tête, d'un air approbateur. Il reconnaissait le langage d'un engagement absolu. Victoire totale, a-t-il fait écho, les mots résonnants de finalité. Je suis d'accord. Et pour y parvenir, nous ne faisons pas que défendre notre position. Nous lançons une contre-offensive.
Il a pris un lourd stylo à plume et un bloc-notes vierge. Nous allons déposer une demande conventionnelle. Dès qu'ils déposent leur requête, nous ripostons. Nous allons les poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et pour diffamation. Nous retournerons leur attaque contre eux, avec 2 fois plus de force. Il a commencé à esquisser le plan opérationnel. Ses mouvements étaient précis et économiques, son écriture nette et disciplinée. Nous ne déploierons pas immédiatement notre artillerie lourde. C'est crucial. Nous les laissons se présenter à la réunion de conciliation. Ce qu'ils considéreront comme une simple négociation, persuadés de détenir toutes les cartes. Leur avocat, Hoffman, sera arrogant. Pompeux. Il mettra en avant leur affirmation absurde de votre incompétence, citant votre service militaire comme un handicap. Il s'est arrêté, prenant une note rapide sur le bloc, s'assurant que je suivais chaque étape. C'est à ce moment-là que j'entrerai en action. Je présenterai d'abord les preuves circonstancielles les plus faibles. L'article du tabloïd, l'enregistrement audio du dîner. Hoffman essaiera de les balayer d'un revers de la main. Il prétendra qu'elles sont irrecevables. Il s'indignera. Il prendra la pause pour ses clients. Nous le laissons faire. Nous le laissons se monter la tête avec sa propre autosatisfaction. Laissons-le croire qu'il gagne le débat. Le colonel s'est penché en avant, les coudes sur le bureau, l'intensité dans son regard palpable. Et puis, au moment de leur plus grande confiance, lorsqu'ils pensent que la victoire est à leur portée, nous déployons notre arme principale. Nous lâchons le dossier, les condamnations pour fraude, les dettes de jeu. L'historique des escroqueries. Nous n'attaquerons plus leurs revendications légales. Nous détruirons méthodiquement leurs fondations morales. Nous les discréditerons si complètement en tant qu'individus que toute leur affaire s'effondrera sous le poids de leur propre corruption. C'est une campagne psychologique de choc et de stupeur. Le plan était brillant. Il était méthodique, impitoyable et parfaitement aligné sur la doctrine militaire, recueillir des renseignements, identifier une vulnérabilité critique, et appliquer une force concentrée écrasante au moment décisif. Une vague de confiance froide et nette m'a envahi. La douleur et la colère avaient disparu, consumées et remplacées par la pure concentration d'une mission. En regardant les noms des victimes listés dans le rapport de l'enquêteur, une idée a commencé à prendre forme, en complément du plan. Une manœuvre finale dévastatrice qui pourrait mettre fin à la guerre d'un seul coup. J'ai une autre idée, colonel, ai-je dit, pointant une page spécifique du rapport. Le dossier liste les noms de leurs autres victimes. En particulier ce cousin, Mark Winters, dont ma mère s'est servie pour escroquer tante Vivian. Et si nous pouvions l'avoir de notre côté? Les yeux du colonel Thompson se sont illuminés d'une lueur de stratège. Un témoin surprise, a-t-il murmuré, en se caressant le menton. Au risque, haute récompense. S'il refuse, ça ne mène nulle part, et nous pourrions dévoiler notre jeu. Mais s'il accepte de témoigner. Si nous pouvions obtenir de lui une déclaration sous serment confirmant la conspiration pour escroquer Vivian. Sa voix s'est éteinte, un sourire grave et déterminé se dessinant sur ses lèvres. Ce serait le coup de grâce. La preuve finale et indéniable que tout leur récit de parents aimants et prêts au sacrifice, est un mensonge calculé. Il s'est redressé, sa décision prise. Laissez-moi m'en charger. Mon cabinet a des ressources et j'ai encore des contacts de l'époque où je servais dans le corps des JAG. Nous le trouverons. Il m'a regardé, son expression devenant sérieuse. Vous devez vous préparer, capitaine. L'affrontement qui s'annonce sera brutal. Ils vont vous attaquer personnellement. Mais nous sommes prêts. Notre plan est solide. Il a tendu la main vers l'interphone sur son bureau, son pouce planant au-dessus du bouton. C'était le moment de la décision, le point de non-retour. Il a appuyé. Marie, a-t-il dit, sa voix calme et autoritaire résonnant dans le bureau silencieux. Passez-moi le cabinet de Gerald Hoffman. Je veux programmer une conférence de règlement pour nos clients mutuels, dès que possible. La salle de conférence chez Hoffman et Associates était l'antithèse du bureau du colonel Thompson. C'était un environnement froid et stérile, de verre, de chrome et de cuir gris. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur le port de Charleston. Mais la beauté du paysage semblait atténuée, sans âme. C'était un espace conçu pour l'intimidation, un champ de bataille moderne où les accords étaient conclus, et les fortunes brisées. Je me tenais assise, le dos droit, les mains reposant calmement sur le plateau de verre froid.
le visage impassible, tel un masque. Ma mission aujourd'hui était simple, observer et maintenir la discipline. Le colonel dirigeait cet assaut. Mes parents, Richard et Brenda, étaient assis en face de nous, flanquant leur avocat, Gerald Hoffman. Ils dégageaient une énergie arrogante et confiante. Brenda m'a adressé un sourire tendu et pitoyable, tandis que Richard s'est adossé à sa chaise, l'air d'un homme qui avait déjà gagné. Hoffman, un homme au style soigné avec une montre en or, et une attitude exagérément amicale, a arrangé ses papiers avec ostentation. Il a commencé par un long discours paternaliste, sa voix mielleuse et répétée. Il a parlé du caractère sacré de l'unité familiale, des liens naturels entre parents et enfants, et du devoir solennel d'un enfant d'honorer ses aînés. Il a dépeint mes parents comme des figures aimantes et inquiètes. Forcés dans cette malheureuse position juridique, par une fille clairement accablée par le chagrin, et le traumatisme persistant de la guerre. Le colonel Thompson écoutait avec la patience d'un prédateur. Ses mains jointes en forme de clocher devant lui, son expression totalement indéchiffrable. Il a laissé Hoffman parler jusqu'à ce que l'homme ait épuisé tout son arsenal de clichés sentimentaux. Lorsqu'un silence satisfait est finalement tombé, le colonel n'a pas argumenté. Il n'a débattu sur aucun point. Il a simplement plongé la main dans sa mallette, a sorti le petit enregistreur numérique que j'avais utilisé, et l'a placé au centre de la table en verre. Puis, il a appuyé sur lecture. La pièce, qui avait été remplie par le monologue pompeux de Hoffman, fut soudainement consumée par un silence glacial. Brisé seulement par l'enregistrement limpide de la voix de mon père, nous pensons qu'il est juste que tu aides un peu tes parents. 150 000 € devraient suffire. Le sang a quitté le visage de Gerald Hoffman. Le sourire de ma mère s'est figé, et a volé en éclats. La mâchoire de mon père s'est décrochée. Cet enregistrement est irrecevable, a bégayé Hoffman, cherchant frénétiquement un appui juridique. Il a été réalisé sans le consentement de mes clients. C'est illégal. Le colonel Thompson a soulevé un sourcil interrogateur. Vraiment? Vous avez peut-être raison, maître. Il s'est penché et a éteint l'enregistreur d'un clic net. Alors, passons à des choses qui relèvent du domaine public. Des choses qui sont, disons, parfaitement légales. Il a de nouveau plongé la main dans sa mallette. L'atmosphère dans la pièce était passée d'une confiance arrogante à une peur palpable. Le premier document qu'il a produit était un rapport épais et relié. Il l'a fait glisser sur la table avec suffisamment de force pour qu'il s'arrête parfaitement, directement devant mon père. Ceci, a déclaré le colonel, la voix plate et froide, est une copie certifiée conforme du profil de dette de jeu de Monsieur Winters, provenant du Caesars Palace et du MGM Grand à Las Vegas. Le total des arriérés s'élève à un peu plus de 200 000 €. Il a sorti un second classeur identique et l'a fait glisser devant ma mère. Et ceci est une compilation des poursuites civiles intentées contre Madame Winters dans l'État du Nevada, pour fraude à l'investissement. Des escroqueries de bas étage, ciblant principalement des retraités. Richard et Brenda ont dévisagé les documents, comme s'il s'agissait de grenades dégoupillées. Leur visage était cendré, d'un blanc crayeux et maladif. Hoffman s'est penché en avant pour protester, mais le colonel a levé la main. Un geste d'autorité absolue, qui l'a stoppé net. Je n'ai pas terminé, Monsieur Hoffman, a-t-il dit, la voix descendant d'une octave. Il a ensuite sorti le troisième et dernier dossier, le dossier plan d'urgence Winters. Il a atterri sur la table avec un bruit sourd et lourd, qui a semblé résonner dans la pièce silencieuse. Ceci est le résultat d'une enquête privée commandée par ma défunte cliente, Madame Vivian Hugues, il y a plusieurs années. Il a ouvert le dossier, avec des mouvements délibérés et sans précipitation. Je pourrais vous détailler les différents délits mineurs et tromperies qui y sont décrits. Mais par souci de temps, j'aimerais attirer votre attention sur une pièce en particulier. Il a sorti une feuille de papier, et l'a étalée sur la table comme une main gagnante. Ce sont des copies de mails entre votre cliente, Madame Winters, et un certain Monsieur Mark Winters. Elle y conspire ouvertement avec lui pour escroquer Madame Hugues de 50 000 €, pour un projet d'entreprise fantôme. Un halètement étranglé s'est échappé des lèvres de ma mère. C'était un son brut et animal de pure panique. Richard n'a pas fait un bruit. Il a simplement semblé rétrécir, s'effondrant sur lui-même dans son fauteuil en cuir hors de prix. Gerald Hoffman ressemblait à un homme qui venait de voir toute sa carrière défiler sous ses yeux, pour se terminer dans un accident de voiture enflammée. Le colonel s'est penché en avant, sa voix tranchante comme de l'acier. Sur la base de ces preuves,
Monsieur Hoffman, nous ne nous contentons pas de rejeter la requête futile et insultante de vos clients. Nous vous informons par la présente, de notre intention de déposer une demande conventionnelle pour diffamation, calomnie et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Il a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme une condamnation à mort. De plus, ce dossier complet sera remis en main propre au bureau du procureur cet après-midi, pour l'examen de potentielles accusations criminelles de fraude. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence d'une défaite totale et inconditionnelle. Hoffman, réalisant qu'il avait été conduit dans une embuscade parfaitement exécutée, s'est penché frénétiquement pour murmurer à l'oreille de ses clients. Je pouvais voir leurs yeux affolés et fuyants, et les hochements de tête frénétiques. Après une minute de tension, Hoffman s'est redressé. Sa façade professionnelle avait complètement disparu, remplacée par le teint pâle et en sueur d'un homme en grande difficulté. Mes clients vont retirer leur requête, a-t-il dit, la voix faible et tremblante. Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Toutes les réclamations sont par la présente annulées. Lui et mes parents se sont levés d'un bond. Une retraite maladroite et désordonnée. Ils bougeaient comme des soldats vaincus, titubant hors d'un champ de bataille. Refusant de croiser mon regard, les yeux fixés sur la porte comme si c'était la porte du salut. Alors que la porte se refermait derrière eux, un calme profond s'est abattu sur la pièce. Le colonel Thompson m'a regardé, avec une question silencieuse dans les yeux. J'aurais dû me sentir triomphante, disculpée, victorieuse. Mais ce n'était pas le cas. Alors que l'adrénaline de l'affrontement se dissipait, elle laissait derrière elle un vide immense et creux. La bataille était terminée. L'ennemi s'était rendu. J'avais gagné. Mais en regardant par la fenêtre le magnifique port indifférent, j'ai réalisé que la guerre à l'intérieur de moi ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi l'affrontement, je n'ai pas ressenti l'ivresse de la victoire que le général Patton avait promise. Il n'y avait aucune exaltation, aucune satisfaction triomphale. Il n'y avait qu'un épuisement profond et viscéral, le genre qu'un soldat ressent après une longue et brutale campagne. La guerre était finie, mais mon corps et mon âme étaient toujours prêts à encaisser le choc. La grande maison de Vivian à Charleston, un endroit qui m'avait toujours semblé être un sanctuaire, paraissait soudainement trop grande, trop silencieuse. Le silence résonnait des fantômes de ceux qui avaient été perdus. La victoire, je le découvrais, avait un arrière-goût amer. J'avais réussi à défendre l'honneur de ma tante, et à protéger son héritage. Mais pour ce faire, j'avais dû faire exploser une vérité si toxique, qu'elle avait irrémédiablement irradié le paysage de mes propres origines. J'avais dû devenir le procureur des personnes mêmes, qui m'avaient donné la vie. Je me retrouvais à errer dans les pièces de la maison comme une sentinelle à son poste. Je passais la main sur les tranches des livres de sa bibliothèque. Je touchais le marbre frais de la cheminée où nos photos étaient autrefois posées, et je respirais la faible odeur persistante de son thé Earl Grey. À chaque pas, je mesurais le coût de cette guerre. Elle avait pris plus que du temps et de l'énergie. Elle avait emporté la dernière lueur d'un espoir fou et profondément enfoui. Celui que, quelque part sous tous les mensonges et l'avidité, il y avait une famille que je pourrais un jour retrouver. La bataille avait éteint cet espoir pour de bon. Quelques jours plus tard, ils sont apparus sur le pas de ma porte. À l'improviste. Ma caméra de sécurité m'a alerté sur mon téléphone. Je les ai observés sur l'écran pendant un moment, avant de répondre. Ils avaient l'air différents sans leur avocat, dépouillés de leur confiance arrogante. Ils avaient l'air plus petits, pitoyables. J'ai ouvert la lourde porte en chêne, mais je suis resté fermement sur le seuil. Mon langage corporel formait une barrière évidente. « Hélène, s'il te plaît » a commencé ma mère. Ses yeux étaient déjà embués de larmes. C'étaient les mêmes larmes travaillées qu'au restaurant, mais cette fois-ci, elles étaient teintées d'un désespoir sincère. La comédie avait échoué, et maintenant l'actrice implorait sa grâce. Nous avions tort. Nous le savons maintenant. Nous étions juste désespérés. S'il te plaît, donne-nous juste une autre chance. Mes tantes Vivian et l'armée m'avaient appris à voir au-delà des tactiques de surface, pour comprendre la stratégie sous-jacente. Ce n'était pas des remords. C'était l'ultime pari désespéré d'un joueur, qui a perdu toute la partie. Ces larmes n'étaient pas celles d'une mère à la recherche de sa fille. C'étaient les larmes d'une arnaqueuse, qui venait d'être démasquée. Cette chance a expiré il y a 27 ans sur ce même Porsche, ai-je dit.
Ma voix n'était ni en colère ni accusatrice. C'était simplement l'énoncé d'un fait, sans émotion ni malice. Mes mots sont restés suspendus dans l'air humide de l'après-midi. Ils ont levé les yeux, avec une lueur d'espoir dans le regard. Comme si mon ton calme était une ouverture pour négocier. Je savais que je devais être absolument clair pour leur bien, mais surtout pour le mien. Je vous pardonne, ai-je dit, et j'ai vu le soulagement se répandre sur leur visage. J'ai levé la main avant qu'ils ne puissent parler. Mais vous devez comprendre précisément ce que cela signifie. Je ne vous pardonne pas parce que vous le méritez. Je vous pardonne parce que je mérite la paix. Je vous pardonne pour pouvoir aller de l'avant dans ma vie, sans porter le poids de votre poison. Je lâche prise sur la colère. Le ressentiment, surtout. C'est un repli stratégique. Pas pour vous, mais pour moi. Je les ai regardés dans les yeux l'un après l'autre, m'assurant que mes mots les frappent avec toute la force de leur signification. Mais pardonner ne signifie pas se réconcilier. Il n'y aura pas de dîner de famille. Il n'y aura pas d'appel téléphonique. Il n'y aura plus d'autre chance. À partir de ce jour, vous n'existez plus dans ma vie. C'est la fin de notre histoire. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était une vérité aussi solide et inaltérable que le sol sous nos pieds. J'ai vu le caractère définitif de la situation se lire dans leurs yeux. L'horreur naissante de comprendre qu'il n'y avait plus d'angle à exploiter, plus d'émotions à manipuler. J'ai fermé la porte. Le léger clic de la poignée faisant écho à la finalité de mes mots. Une fois qu'ils furent partis, je suis entré dans le bureau de Vivian et j'ai appelé le colonel Thompson. Ma main était parfaitement immobile. Colonel, ai-je dit, j'ai besoin d'une ordonnance d'éloignement. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Je comprends, capitaine, a-t-il simplement répondu. Quelques jours plus tard, l'ordonnance du tribunal a été émise. Elle établissait légalement ce que j'avais déjà déclaré émotionnellement, une zone démilitarisée, fortifiée et permanente, autour de ma vie. Ce n'était pas un acte de haine. C'était un acte d'instinct de conservation, la dernière étape pour sécuriser mes propres frontières. Ce soir-là, alors que le soleil couchant projetait une lueur dorée sur le jardin, je me suis assise dans le fauteuil préféré de Vivian, avec une tasse de thé Earl Grey bien chaud. J'ai pris un livre de méditation sur sa table de chevet, et il s'est ouvert sur une page qu'elle avait marquée. Entourée de son encre rouge familière, se trouvait une prière de sérénité, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » J'ai enfin compris. Je ne pouvais pas changer mes parents. Je ne pouvais pas changer le passé. C'était la bataille que je ne pourrais jamais gagner. Mais j'avais le courage de changer mon présent et mon avenir. J'avais le courage de tracer une ligne. Et ça, j'ai réalisé que c'était la sagesse que ma tante m'avait enseignée, pendant tout ce temps. La guerre était enfin, et véritablement, terminée. Et dans le calme qui a suivi, une nouvelle question a commencé à se former, et maintenant ? Que voulait vraiment Vivian, que je fasse de cet héritage ? De cette paix, pour laquelle je m'étais si durement battu ? 1 an plus tard, les saisons à Charleston avaient changé, apportant avec elles une douce guérison. La chaleur étouffante de l'été avait laissé place à l'air vif et pur de l'automne. Avec ce changement est venue pour moi une nouvelle clarté. Après 15 années de service dévoué, j'ai pris la difficile, mais nécessaire décision, de demander une décharge honorable de l'armée des États-Unis. L'armée avait été mon creuset et mon salut. Elle m'avait donné une discipline quand je n'en avais aucune, des camarades quand j'étais seul, et un code d'honneur selon lequel vivre. Elle m'avait forgé pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Mais mon service était terminé. J'avais une nouvelle mission désormais. Un autre type de ligne de front, qui exigeait un autre type de commandant. J'ai pris la direction de Hug Logistique. La salle du conseil me semblait aussi familière qu'un centre d'opération tactique. Les défis des chaînes d'approvisionnement et des fluctuations du marché n'étaient qu'une autre forme de logistique de champ de bataille. Je ne voulais pas seulement diriger l'entreprise. Je voulais la diriger selon les principes qui m'étaient chers. J'ai mis en œuvre des stratégies de leadership, apprises auprès des meilleurs officiers sous lesquels j'ai servi. Nous ne nous concentrions pas seulement sur les marges bénéficiaires, mais aussi sur les personnes. Nous avons bâti une culture fondée sur le respect mutuel, l'intégrité et la loyauté absolue. Pas envers un patron, mais envers la mission partagée.
Nous avons créé un environnement où chaque employé, des chauffeurs sur la route, aux cadres dans les bureaux, se sentaient faire partie d'une unité. Un endroit où leur contribution était valorisée. Un endroit où ils avaient leur place. Mais le véritable héritage de Vivian ne résidait pas dans les conteneurs d'expédition et les bilans financiers. Son plus grand héritage, c'était ce qu'elle avait fait pour moi. C'était l'abri inébranlable qu'elle avait offert à une enfant brisée et abandonnée. C'était la force qu'elle avait insufflée, la sagesse qu'elle avait transmise. Je savais que je devais honorer cette partie de son héritage. La partie qui m'avait sauvé la vie. Pour ce faire, j'ai prélevé une part importante des actifs de la succession, pour créer une organisation à but non lucratif, la Fondation Vivian Hugues des Jeunes Guerriers. Sa mission était simple et profondément personnelle. La Fondation offre des bourses d'études universitaires, des programmes de mentorat, et un soutien d'urgence aux enfants de familles de militaires en difficulté. Plus précisément à ces enfants qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent éloignés, non soutenus ou rejetés, par leur propre famille. J'étais déterminé à m'assurer qu'aucun autre enfant n'ait jamais à ressentir cette solitude écrasante, que j'ai ressentie sur ce porche froid et humide. Je serais le tuteur pour eux, que Vivian avait été pour moi. Mon monde, autrefois si solitaire, a commencé à se remplir de monde. Le colonel Thompson n'était plus seulement mon avocat. Il est devenu un ami de confiance, un mentor, un oncle honoraire qui siège au conseil d'administration de la Fondation. Sa sagesse est tout aussi inestimable en philanthropie, qu'elle l'était en droit. Ma nouvelle famille n'était pas définie par le sang, mais forgée dans un but commun. C'était David Connelly, et les employés fidèles et travailleurs de Hugues Logistique. C'étaient les soldats de mon ancienne unité, des hommes et des femmes avec qui je parlais encore chaque semaine, qui partageaient un lien qu'aucun civil ne pourrait jamais comprendre pleinement. Et maintenant, ce sont les visages brillants et pleins d'espoir de la première promotion des boursiers des jeunes guerriers. Nous n'étions pas liés par la génétique, mais nous étions unis par un code d'éthique partagé, l'honneur, l'intégrité, et la promesse sacrée de ne jamais, au grand jamais, abandonner un camarade. L'histoire ne se termine pas dans un tribunal, ou le bureau d'un avocat, mais ici, dans le jardin de Vivian, l'endroit qu'elle aimait le plus. C'est le matin de la cérémonie inaugurale de remise des bourses de la Fondation. Le soleil commence tout juste à se lever sur la rivière Ashley, projetant une lumière dorée éclatante sur les pelouses entretenues et les chênes verts centenaires. L'air est frais et chargé du parfum des marais salants et des camélias en fleurs. Le murmure discret des conversations, et les rires pleins d'espoir des jeunes boursiers et de leurs mentors, remplissent l'espace où le silence régnait autrefois. En m'approchant du pupitre, je les vois. Une douzaine d'adolescents brillants et résilients, qui ont affronté des défis que je ne connais que trop bien. Je vois l'ombre de mon propre passé dans leurs yeux sur leur garde. Mais je vois aussi une force incroyable et inébranlable. Je ne leur raconte pas mon histoire d'abandon et de trahison. Cette histoire appartient au passé. À la place, je leur parle de ma tante Vivian. Je leur parle d'une femme qui croyait que la véritable force n'était pas l'absence de peur, mais le courage d'agir malgré elle. Je leur raconte comment elle m'a appris qu'un héritage, ce n'est pas l'argent qu'on laisse derrière soi, mais les vies qu'on touche, et les valeurs qu'on inculque. Un véritable héritage, dis-je, la voix claire et assurée, portant à travers le jardin silencieux, ce n'est pas ce que l'on vous donne, c'est ce que vous choisissez de construire avec. Rappelez-vous que la loyauté se gagne par l'action, et non par le droit de naissance. Et la famille. Je m'arrête, regardant les visages de mon unité, de mes camarades, de mes boursiers, de ma famille. La famille, ce n'est pas le sang que vous partagez. C'est les gens qui restent avec vous dans la tranchée, quand le monde s'effondre. Je regarde leurs visages, qui ne sont plus sur leur garde, mais rayonnant de la lumière d'une aube nouvelle. Et je sais avec une certitude ancrée au fond de mon âme, que j'ai accompli la dernière mission que Vivian Hugues m'a confiée. J'ai honoré son héritage, non pas en protégeant sa richesse, mais en la transformant en ce qu'elle a toujours su être la seule monnaie qui compte vraiment, la force, l'honneur et l'espoir. Mon combat est terminé, mais je sais que beaucoup d'entre vous mènent encore le leur. L'histoire que vous venez d'entendre témoigne du fait que vous n'êtes pas défini par ceux qui vous blessent, mais par l'honneur avec lequel vous vous élevez au-dessus de cela. Merci de m'avoir rejoint dans cette mission. Si mon parcours vous a inspiré, partagez cette histoire avec une personne qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour plus d'histoires de force et de résilience. Et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de créer votre propre aube.